Bien, alors c'est parti pour la saison 2, si on veut, sur Pullman. Et derrière, vous avez le terrible lion de Narnia. Donc, on va parler de cette histoire de Narnia. Alors, l'angle d'attaque de Pullman, c'est la sorcellerie, comme Rowling, mais pas seulement. D'abord, le héros du livre est une héroïne. Il y a une dimension de défense des femmes qui va de pair avec le combat contre le catholicisme. Et de plus, Pullman procède par inversion diamétrale des valeurs catholiques. C'est-à-dire que le serpent, c'est Mary Malone, elle est bonne et c'est un bon et désirable serpent, c'est bien, c'est un bon serpent. Les anges rebelles sont au contraire dignes et politisés, ce n'est pas du tout des gens affreux. Les sorcières sont les pivots de la narration et elles sont extrêmement importantes. Ce n'est pas du tout d'horribles sorcières cruelles comme chez Narnia, et au contraire, ce sont des femmes émouvantes, fragiles et fortes à la fois. Et finalement, si on réfléchit, les démons, hein, comme on a traduit en français, qui accompagnent chaque humain, rappellent vraiment les démons familiers, c'est-à-dire le chat noir, le hibou, le corbeau, que vous avez chez Rowling par exemple, hein, dont les sorcières et les sorciers sont traditionnellement flanqués. Donc finalement, c'est une défense de Satan, défigurée et démonisée par l'autorité usurpatrice de Dieu. Donc c'est une pierre dans le jardin de Narnia et Pullman le dit clairement lui-même. L'ignoble Narnia a eu sur Pullman une influence déterminante, puisque Narnia, c'est tout ce que ne veut pas Pullman. Donc, c'est un reflet du monde des cieux, dans un esprit christiano-platonicien. Vous voyez, les deux vont bien ensemble, en ce qui place toujours la vérité en dehors de ce que l'humain peut connaître. C'est tous les mythes platoniciens, etc. Et Pullman est un lecteur indigné. Donc, il va troquer Lucie, qui est à la fois personnage et dédicataire de Narnia, contre Lyra. Il emprunte à Lewis certains détails, comme les chemins de passage dans l'autre monde, et surtout la poussière elle-même. Il l'emprunte à Narnia. Mais l'idée de paradis, elle est complètement reconstruite. C'est vraiment His Dark Materials, c'est vraiment le contre-pied des chroniques de Narnia. Et dans certains épisodes du roman de Pullman, à commencer par le couple de Lyra et Will, mais c'est tellement différent des pères de gentils gamins. Vous voyez, ah, le petit garçon et la petite fille de Narnia, ça traduit cette exaspération de réécriture vengeresse. Vous vous rappelez, si vous avez lu le bouquin, alors je vais spoiler, hein, comme on dit, mais on s'en fiche, vous êtes des littéraires, donc le spoil, ça n'a aucune importance. Vous êtes là pour étudier les textes, et moins il y a de surprises, mieux c'est, si j'ose dire. Plus on les lit, plus on se rend compte que la narration, tout le monde s'en fiche, et que ce qui est important, c'est autre chose. Et c'est ce que je vais essayer de mettre en évidence. Alors, qu'est-ce qu'ils font, Lyra et Will? Ils éprouvent très jeunes la puissance du désir. Ils ont 13 ans, quoi, à peu près. Hein. Donc, c'est une perspective totalement étrangère aux enfants éternellement innocents et bébêtes décrits par Lewis. Et ça se voit aussi qu'il y a des détails qui montrent que Lyra se démarque des petites filles de Narnia qui sont des idiots. Alors, par exemple, des idiotes. Pensez à Gilles chez Narnia, côté Narnia, qui oublie complètement ce qu'elle ne devait pas oublier. Et elle avait tout oublié. Alors ça, c'est un épisode, alors je cite, hein, à ce moment, Aslan, c'est le lion, hein, sentit qu'elle avait, tout était sorti de sa tête, elle avait tout oublié. Et Lyra est pas du tout bête, elle dit au contraire I won't forget, dit-elle à Will, qui insiste en disant surtout n'oublie pas. Donc ça, c'est des petits détails dans la narration, mais qui montrent comment Pullman s'est servi vraiment du canevas de Narnia pour prendre un contre-pied total. Alors, il dit que c'est du poison, que c'est immonde, que c'est la chose la plus empoisonnée qu'il a jamais lue. Et il dit qu'à la fin, dans la dernière bataille, hein, qui est la toute fin du cycle de Narnia, tous les protagonistes, ou presque, sont éliminés à la faveur d'un accident de train. Et il dit que ça lui semble une propagande au service d'une idéologie qui hait la vie, qui déteste la vie, qui montre que les gens au teint blanc sont mieux que les gens noirs, que les garçons sont mieux que les filles et que la mort est mieux que la vie, and so on. Et donc, il dit que c'est absolument nauséeux et que Narnia est à vomir. Mais c'est pas dans la nuance. Hein. Alors, c'est vrai que les personnages de The Last Battle voient leur courte vie très, très, très rapidement tranchée et ils ont atteint l'autre monde au sens le plus plat et le plus religieux du terme. Et ce qui choque ici Pullman,
c'est peut-être la rupture insidieuse du contrat narratif, si j'ose dire. C'est-à-dire, on promettait aux enfants un autre monde fictionnel et ça leur retombe sur la tête, si j'ose dire, sous forme d'au-delà chrétien. Donc la propagande y va fort, hein, utilisant le plaisir de la lecture pour convaincre notre petit enfançon que mourir très jeune pour son Dieu, il n'y a rien de mieux et que c'est tellement bien, c'est tellement mignon. Dieu, il est sous la forme d'un gentil lion. C'est vraiment merveilleux. Oh, je m'aperçois que j'ai oublié ce truc-là. Et du coup, vous n'allez rien entendre, je crains. Bon, j'arrête là pour voir si ça a marché. Et si c'est le cas, je continue après.